Et si nous repensions notre rapport au tourisme? Si on réfléchit bien, une activité touristique ne peut pas prospérer dans un environnement dégradé. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant pour semer maintenant les graines d'action du tourisme de demain avec des acteurs engagés. Je suis François Huette, pionnier du tourisme positif avec une expérience internationale animée par le développement d'un tourisme vertueux, guidé par le sens et l'expérience en lien avec son territoire. Depuis 10 ans, l'association Defimed vise à mobiliser et animer un réseau intégrant tous les acteurs potentiellement impliqués dans l'économie de l'écotourisme sur le bassin méditerranéen. Elle constitue un réseau d'information, d'échange d'expériences, de mutualisation de compétences et de réflexion. Defimed peut promouvoir et favoriser une vision durable du développement des territoires tout autour de la Méditerranée. Alors je vous invite à faire une pause dans un endroit tranquille, de vous installer confortablement et vous souhaite une bonne écoute à la découverte de Defimed. Nous avons les pieds dans l'eau, au bord de la Méditerranée. Nous allons rejoindre notre invité, Éric Rollet, le délégué général de Defimed, dans l'arrière-pays de la Côte d'Azur. Bonjour Éric, comment vas-tu ? Très bien, d'abord bonjour et merci pour l'invitation. Et le mieux possible dans un contexte qui n'est pas florissant, mais le mieux possible. Peux-tu nous présenter Defimed et les fonctions que tu as au sein de Defimed, ton rôle ? Alors Defimed ou Defismed, on peut dire les deux, Défi au pluriel et Med, MED, c'est une association sans but lucratif qui a pour objectif de questionner l'écotourisme en Méditerranée comme moteur de transition écologique et comme moteur de développement durable des territoires. On part du postulat au sein de l'association Defimed qui regroupe un vaste réseau notamment d'experts et d'universitaires sur les deux rives. On part du postulat que le tourisme surpuissant et fortement impacté par ses excès et par la crise du Covid ces derniers temps en Méditerranée, s'il pouvait opérer sa révolution verte, s'il pouvait effectuer sa transition, pourrait devenir un renfort considérable à cette transition écologique qui est désormais impérieuse. Et de ce fait, nous travaillons comme un laboratoire au sein de cette association qui invite non seulement des experts, mais aussi tous les citoyens à participer à des programmes qu'on met en place toute l'année dans les territoires, dans des territoires pilotes, mais aussi de manière virtuelle, et qui nous permettent d'imaginer l'écotourisme de demain, de réfléchir comment celui-ci pourrait être le mieux positionné pour jouer ce rôle de transition vertueuse avec le mot vert en majuscule. Voilà, et moi je suis le délégué général de l'association, c'est-à-dire que je coordonne tous ces programmes. J'en ai été un des cofondateurs il y a maintenant 12 ans. Et cette association n'a cessé de grandir et de se développer ces dernières années. Alors quand tu dis vous couvrez la Méditerranée, c'est la Méditerranée française ou c'est la Méditerranée dans sa globalité ? Alors c'est la Méditerranée dans sa globalité parce que les défis sont tels aujourd'hui qu'on ne peut plus imaginer pouvoir relever des tels défis écologiques, climatiques, voire culturels, économiques, à une échelle territoriale ou même à une échelle d'un seul pays. Le bassin méditerranéen est frappé de manière à peu près équivalente par le réchauffement climatique et par l'effondrement de la biodiversité. Donc il faut réagir et si on doit réagir, c'est à l'échelle des deux rives. Donc on embarque avec nous les pays méditerranéens dans leur globalité, aussi bien, comme je le disais, du côté des institutions, qui vont être à la fois les États, mais aussi les collectivités territoriales, certaines institutions internationales, et puis aussi bien que le simple citoyen. L'important, c'est d'essayer de mettre en œuvre une intelligence collective qui permette effectivement d'essayer de relever un défi, comme je viens de le dire, qui est vraiment transversal aux deux rives. J'ai eu la chance de pouvoir participer aux universités, c'est ça, les universités de Defimed l'année dernière, en fin d'année. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas seulement il y avait une richesse humaine et une richesse intellectuelle derrière qui était importante. Tu peux nous en parler un peu plus parce que j'ai vu qu'il y avait un comité scientifique, il n'y a pas juste des gens sur le terrain, mais il y a aussi
vraiment un comité scientifique, un comité, je veux dire, qui réfléchit très fortement sur le sujet. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est un peu l'histoire de Defimed, hein. L'histoire de Defimed, c'est une association qui commence par mobiliser les institutions. Donc, on va vérifier auprès de la Banque mondiale, du Plan Bleu, des ministères, de certains ministères, on va vérifier un petit peu la pertinence de questionner la transition du tourisme comme moteur de transition écologique. Et puis, progressivement, à force de mettre en place des programmes opérationnels, sur le terrain. Et effectivement, on se retrouve avec des collectivités territoriales, puis des ONG, puis des associations, puis des particuliers qui viennent nous rejoindre et qui participent pleinement à ces opérations. Alors, un exemple, on peut prendre l'exemple peut-être du premier programme qui nous a embarqué loin à Defimed, c'était il y a 5 ans. C'est le premier MOOC dans le monde sur l'écotourisme en langue française. Donc un MOOC, pour rappeler, M2OC, c'est un dispositif qui permet d'avoir des cours en ligne réalisés par des experts à travers des petites capsules vidéo et qui permettent à n'importe qui gratuitement d'accéder à cette formation. Donc on a mis en place ça avec l'université de Djendouba. Il y avait l'université de Toulouse Jean Jaurès et puis Mexico, Kuala Lumpur, c'était très international. L'objectif était vraiment de sensibiliser notamment le monde étudiant et ça a été jusqu'au-delà de nos espérances puisqu'on a pu toucher jusqu'à 89 pays. Je rappelle qu'en langue française, on imagine si on avait fait en langue anglaise et arabe. C'est vrai que de ce fait, le MOOC a accouché de beaucoup de réflexions de par ce réseau universitaire d'ailleurs, et d'emblée nous a embarqués dans de nouveaux programmes qui entraînent avec eux de nouveaux acteurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Et effectivement, qui nous entraînent toujours un petit peu plus loin que ce qu'on avait essayé de faire la fois précédente, qui nous ouvre de nouveaux champs. Et on en est à un stade où aujourd'hui, et effectivement, la question qui se pose en 2021, mais sans doute que tu vas y revenir, François, c'est ce programme plutôt bottom-up, comme on dit en français, donc qui va associer la société civile. Est-ce qu'un écotourisme participatif, utilisant tous les outils du web notamment, mais aussi l'implication sur le terrain des habitants, par exemple, et des producteurs eux-mêmes, est-ce qu'on peut imaginer un écotourisme participatif se mettre en œuvre, impliquer tout le monde de manière très récréative, hein. On n'est pas dans des choses graves où on est vraiment toujours dans le tourisme quand même. Et comment et pourquoi? C'est ça aussi la question, c'est vers quoi ça va déboucher. Alors on a nos petites idées, mais on se rend compte qu'au fur et à mesure des programmes émergent de cette société civile des idées, des recommandations, des suggestions auxquelles on n'avait pas pensé et qui nous permettent, avec les experts et les autres partenaires, de monter un programme encore plus riche l'année suivante. Bien justement, la situation qu'on vit aujourd'hui, cette pandémie qui a mis pas mal d'économies en arrêt, dont la nôtre, même l'industrie du tourisme est en arrêt. Toi, ça t'inspire quoi? Est-ce que c'est une source d'opportunité? Ça ressemblerait à quoi le tourisme d'après? On parle toujours du tourisme d'après, d'avant, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers ce qu'on vit, justement, c'est pas l'opportunité de bouger et de bouger différemment? Alors d'abord, il faut être très humble par rapport à cette question-là parce qu'elle est grave. La situation est quand même une crise historique et vraiment historique, hein, planétaire. Donc il y a énormément de gens en souffrance, touchés, que ce soit sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan économique, sur le plan psychique et sur tous les plans. Donc beaucoup de modération dans mes propos, mais le tourisme dans sa crise n'a pas attendu le Covid pour se remettre en question. On voyait bien ces derniers temps qu'on était quand même au bout du bout dans certains territoires, notamment en Méditerranée, où les excès d'un développement mal régulé du tourisme ont conduit à des rejets des touristes eux-mêmes, et voire même, je pense, des pratiquants du tourisme un peu écœurés par la manière dont le tourisme industriel les promenait, si je puis dire, dans leur séjour. Donc il faut bien avoir conscience que là encore, la Covid ne fait que mettre le doigt où ça fait mal, n'a fait que renforcer une situation elle-même qui était en crise. Et on n'a pas attendu, encore une fois, cette crise pour se poser des questions. Première chose, la Covid accélère du coup les réflexions parce qu'il y a urgence. Ce secteur du tourisme, il est comme il est.
mais en tout cas, les gens qui le pratiquent, les professionnels, à commencer par les professionnels, il faut les aider. C'est clair, quels qu'ils soient, il faut les aider parce qu'ils sont dans une situation épouvantable qui va créer du licenciement, du chômage et beaucoup de détresse. Maintenant, dans cette accélération, plus que jamais, c'est là effectivement où je considère que ça peut devenir une opportunité, bien évidemment, je ne suis pas le seul, c'est de réfléchir à ce tourisme d'après. Donc le tourisme d'après, c'est un avis que je donne personnel, mais ne va pas être révolutionné comme ça, comme tous les autres secteurs. Nous allons retrouver bien sûr un tourisme conventionnel rapidement, de masse, avec des productions classiques un peu partout, surtout en Méditerranée qui est très formatée dans ce domaine-là. En revanche, c'est une formidable opportunité pour le tourisme alternatif de se positionner et de s'ouvrir à une demande qui, elle, a explosé. C'est clair qu'on l'a vu l'année dernière avec aussi toutes ces dérives, mais il y a une demande pour un tourisme plus authentique, plus convivial, plus humain, plus naturel, et qui nous permette de nous reconnecter avec nous-mêmes et avec notre environnement naturel. Pourquoi se priver d'une telle opportunité pour réfléchir à cette accélération et voir comment positionner au sein de ce tourisme conventionnel un tourisme alternatif qui réponde à cette demande-là. Donc clairement, et nous on l'a vu au sein de Defimed avec des nouveaux partenariats comme le Conseil régional Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme le ministère de la Culture, comme avec l'ADEME, on a vu que nos partenaires nous soutenaient complètement dans cette transition-là et qu'il y avait un intérêt nettement plus fort avec la crise pour ce que nous faisons, nous, à Defimed, comme d'autres, il n'y a pas que Defimed, bien sûr, mais comme on ouvre un petit peu quelques voies, il s'agit de nous aider à les ouvrir un peu plus franchement et d'aller un peu plus loin. Donc oui, cette crise est épouvantable. On n'a pas fini d'en sortir, ne serait-ce qu'encore une fois dans ses impacts et dans les dommages collatéraux. Je souhaite de tout cœur, comme tout le monde, que peut-être grâce au vaccin, le secteur du tourisme reprenne avant cet été, le plus tôt possible. Il reprendra comme il était avant, mais avec des nouveautés, et c'est ces nouveautés-là qui vont nous intéresser. Tu as parlé de tourisme alternatif. On parle souvent de tourisme durable, de tourisme responsable, de tourisme vert, d'écotourisme, etc. Et des fois, c'est un peu à s'y perdre parce qu'on ne sait plus quoi est quoi. Au sein de Defimed, quelle est la définition de ce que vous appelez, vous, l'écotourisme? Ça veut dire quoi exactement? Eh bien, c'est là où c'est très intéressant et qu'on est un laboratoire. On n'a pas de définition. On va avoir des mots-clés. Mais je pense que peu de monde peut vraiment définir ce qu'est l'écotourisme aujourd'hui, si ce n'est la définition de l'ONU qui va être effectivement un tourisme respectueux des populations, des cultures et des patrimoines naturels locaux. Donc il y a déjà une éducation et une pratique de l'écotourisme qui fait qu'il y ait effectivement une attention, une intention qui soit la plus vertueuse possible quand on pratique cette forme de tourisme. Les mots-clés qu'on va retrouver, c'est bien sûr nature, mais écotourisme ne veut pas dire immersion forcément dans la nature. On est plus dans la reconnexion de l'humain avec son environnement naturel et à travers des savoir-faire, à travers des patrimoines immatériels, des médiateurs, ces femmes et ces hommes, et particulièrement en Méditerranée, on est très riche de ça, ces femmes et ces hommes qui vont nous reconnecter donc avec cet environnement naturel à travers nos 5 sens. Et l'écotourisme, c'est aussi bien de la gastronomie qu'effectivement une balade dans des parcs, que de pouvoir s'immerger dans un sport de nature ou de pouvoir pratiquer des expériences à travers, par exemple, des fermes pédagogiques. Il y a toute une chaîne de valeurs écotouristiques à bien définir, mais encore une fois, n'est pas écotouristique qui veut dans la production et qui veut dans sa consommation. Donc il y a tout un travail et un cheminement à faire qui est passionnant et qui fait qu'il y a beaucoup de candidats. Je crois qu'il y a beaucoup de candidats pour ça, à commencer par moi. J'ai très envie d'avoir conscience que durant mes loisirs et mes vacances, je pratique pleinement l'écotourisme. Est-ce que je le pratique bien? Je n'en sais rien, mais en tout cas, je voudrais bien qu'on me pose un cadre et qu'on puisse me donner, m'orienter vers des expériences qui vont me permettre de vivre pleinement
cette relation avec mon environnement naturel, à travers les richesses naturelles, les patrimoines, et de manière respectueuse, évidemment, la plus vertueuse possible. Et comment il se définit ce cadre? Sur quel principe, sur quelle base? Alors c'est là où je disais qu'il y a des éléments clés. Bon, déjà, il y a le cadre de l'ONU et des objectifs de développement durable. Un producteur doit respecter un certain nombre de ces objectifs pour pouvoir prétendre être au moins soutenable, durable, hein, comme on veut au niveau de la définition. Ensuite, il faut être accueillant. Il faut accueillir du public. Là, on rentre dans des critères à DEFIMED. Alors, j'invite tous tes auditeurs à aller voir notre site qui va changer lundi prochain. Mais au moins, ça ne va pas changer. C'est la charte. Et vous verrez qu'on a adopté les valeurs du géotourisme, notamment, qui nous paraissent aller plus loin que toutes les définitions qu'on peut avoir ou tous les cadres qu'on peut avoir de l'écotourisme, qui vont être l'expérientiel, vraiment la joie, l'apprentissage, hein, tout ce qui va être ressenti, échange, convivialité. Le slow tourisme, à notre avis, est important, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps. On n'est pas dans des usines à accueillir du public et à vendre rapidement des produits et à se débarrasser des consommateurs. Il faut qu'on ait le temps d'apprendre et de comprendre ce qui se passe là où on va, qui sont ceux qui animent ces lieux et quelles recettes vertueuses on va pouvoir en tirer pour nous-mêmes. Donc quelque part, on doit être un petit peu transformé. Le cadre écotouristique qu'on va définir à partir de lundi prochain à travers tous les recensements qu'on va faire, donc on est associé, peut-être on en reparlera après, avec plusieurs territoires pilotes, mais l'idée c'est de définir des lieux écotouristiques qui incarnent bien ces éléments parlés et qui associent avec eux des patrimoines culturels et naturels. Voilà, c'est l'essentiel. Après, j'inviterai tous les auditeurs à aller voir quels sont les critères qu'on a retenus à travers notamment les productions et les lieux qu'on révèle. Comment vous voyez ça au sein des DEFIMED, l'évolution de l'écotourisme à l'échelle du bassin méditerranéen? Comme une communauté un partage d'expériences. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir acquérir, avoir bien conscience de ce que c'est que l'écotourisme à travers les expériences qu'il nous propose, donc à travers les producteurs qui existent et puis aussi les lieux, hein, tout simplement, et des lieux naturels évidemment qui sont écotouristiques par eux-mêmes, bien préservés. Il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir un certain nombre de comportements qui font qu'on va respecter, mais aussi vivre pleinement en respectant ces lieux et ces producteurs nos loisirs. Alors au niveau de DEFIMED, le principe est assez clair. On a une carte web qui permet classiquement, comme d'autres plateformes le font, de recenser ces producteurs. À la différence peut-être que notre dispositif invite à justement participer. Donc l'idée, c'est cette année, non seulement de recenser à travers 8 territoires qui vont cette année, sur chaque rive méditerranéenne, nous accompagner dans des observatoires, c'est de pouvoir préparer un mois euroméditerranéen de l'écotourisme transfrontalier. Ça fait MIT, hein, rencontre en français. Et tout le mois d'octobre 2021, nous aspirons à enrichir ces observatoires, mais aussi certains réseaux qui vont nous rejoindre au-delà de ces territoires, eh bien, c'est d'inviter la société civile à participer à la rencontre de ces lieux et de ces producteurs. Il faudra s'inscrire, tout est gratuit, il faudra s'inscrire sur notre plateforme et de pouvoir apporter des retours d'expérience. On aura des enquêtes, on aura des opérations de financement participatif, notamment sur la rive sud. Nous sommes en train de monter des projets au Liban et au Maroc, associant des projets de développement écotouristique avec les diasporas, avec des citoyens qui sont prêts à donner, avec des contreparties qui peuvent être très sympathiques, toujours dans la convivialité dans laquelle nous aspirons donc créer. Mais en tout cas, nous sommes dans une dynamique très très participative cette année, et la vision de l'écotourisme dans 5 ans, c'est d'avoir des centaines et des centaines de lieux dans lesquels des réseaux vont pouvoir s'inscrire, se fidéliser, à commencer par les populations locales, et donc de pouvoir partager ces expériences qui vont pouvoir avoir des thèmes. Hein, ça peut être la mer, ça peut être la montagne, ça peut être la gastronomie, ça peut être l'agriculture, ça peut être le sport. Voilà, il y a différents types de thématiques qui peuvent émerger, qui vont donner naissance à des communautés de pratiquants
et ces pratiquants vont pouvoir échanger leur expérience. Après, il reste encore beaucoup d'incertitudes. Encore une fois, nous sommes un laboratoire donc virtuel, mais nous sommes un grand laboratoire et on n'a pas la vérité, on n'a pas toutes les réponses. Donc quelque part, la régulation, c'est un énorme et gigantesque problème. Hein. Encore une fois, on l'a vu l'été dernier. Comment arriver à être rationnel dans les lieux écotouristiques et que ces lieux ne soient pas envahis par des touristes même bien pensants, hein, qui ne veulent pas faire mal et qui se retrouvent trop nombreux sur un lieu. Comment imaginer que cet écotourisme-là a des retombées économiques pour les producteurs, et notamment les producteurs vertueux locaux? Comment faire que ça puisse être interculturel et valoriser des patrimoines culturels d'ailleurs en souffrance et des patrimoines naturels? Il y a toutes ces questions-là sur lesquelles on travaille et c'est pour ça que DefiMed s'appuie et renforce son réseau d'étudiants entre les rives. Cette année, on a même un Erasmus+ de plus, on a un nouvel Erasmus+ cette année qui va nous aider à travers cette jeunesse et cette jeunesse très créative et très intelligente de pouvoir justement aller plus loin dans ces questionnements et de tenter d'avoir des réponses qui seront éclairantes pour la suite. Voilà, donc c'est une vraie aventure. Hein. Je le dis souvent, pour moi, l'écotourisme au sein de DefiMed, je le vois comme ça, je crois que c'est partagé, c'est une exploration. On cherche un passage, en réalité, pour accéder à une Méditerranée vertueuse. Une Méditerranée vertueuse représentée par tous ces lieux, finalement, où l'homme vit en bonne cohabitation avec son environnement naturel. Ce passage, il n'est pas simple. Pour le moment, il est étroit. Il faut qu'il reste étroit, relativement étroit, mais qui permette quand même à un maximum de gens de pouvoir passer pour se disséminer de l'autre côté. Donc nous travaillons sur cet écotourisme sous forme de passage, nous devons l'identifier, nous devons mieux le circonscrire et nous devons avoir cette reconnaissance de ce passage et c'est pour ça que jusqu'aux internautes et aux jeunes, nous sommes tous quelque part au sein de DefiMed des explorateurs. J'ai la perception que en France, du côté méditerranéen, l'Occitanie a l'air d'être en avance sur d'autres régions. Et je voulais savoir, si tu étais d'accord avec moi par rapport à ça, et deux, si c'était le cas, ça vient de quoi? C'est une question culturelle, c'est un engagement politique, c'est une question de financement, ou c'est vraiment une approche générale des institutionnels où il y a vraiment une réelle volonté? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, ce qui est difficile, c'est difficile pour te répondre parce que, en tant qu'animateur moi-même, j'ai envie de te répondre par une autre question. C'est-à-dire déjà, qu'est-ce qui te fait penser que la région Occitanie est plus avancée que d'autres régions? Alors, d'un aspect communication, il semblerait que justement l'Occitanie met en œuvre pas mal d'initiatives sur le tourisme durable. De différentes manières, aussi bien dans l'éducation que dans le développement d'activités de ce point de vue. Donc, c'est une perception que j'ai et que je ne vois pas forcément de la même manière dans ma région, ici dans le Var ou ailleurs. C'est une impression bien sûr toute subjective et je pense qu'on ne peut pas. Alors moi je vais essayer de comparer la région Occitanie avec la région sud, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je pense qu'on n'est pas non plus dans les mêmes canons du tourisme. C'est vrai qu'ici notre région, puisque l'association DefiMed a son siège à Grasse, notre région est très très touristique. Hein. C'est la deuxième de France après l'Île-de-France. Elle mobilise un tourisme international très très important, essentiellement balnéaire puisque nous avons donc une mer et qui effectivement n'a pas contourné tous les excès qui ont pu accompagner les développements du tourisme conventionnel ces dernières décennies. Donc déjà, les contextes ne sont pas les mêmes. L'Occitanie, on est peut-être, et je ne réponds pas en tant qu'expert, hein, mais en tant que profane, mais ayant travaillé quand même, DefiMed a été associé d'ailleurs avec le Conseil régional Occitanie dans des dispositifs pilotes. La région Occitanie dispose peut-être d'une situation différente aussi, avec beaucoup plus d'agriculture, de zones rurales, et puis une montagne extrêmement dynamique, puissante, que sont les Pyrénées, qui fait qu'il y a une attractivité peut-être différente là. Après, c'est très difficile de répondre quand même sans tomber dans le ridicule
sur le fait que telle ou telle région sera en avant. Je crois que chaque région dispose de richesses, de patrimoine et de stratégies, même publiques, très intéressantes. En tout cas, ça bouge depuis quelques années. Je parlais de la région sud, c'est le cas. Il y a des dispositifs très très intéressants qui sont mis en place. Je crois que chacun fonctionne un petit peu à sa manière avec ses identités. Ce qui est intéressant avec l'association d'Efimed, c'est d'aller fédérer un petit peu tout ça, de décloisonner et d'inviter à mutualiser ces dispositifs et ces expériences bien au-delà, puisqu'on va aussi jusqu'à la rive sud. Nous sommes en train de finaliser un partenariat avec le conseil régional Souss Massa, plus connu au Maroc à travers Agadir. Bon, c'est une région semblable, semble-t-il, sur certains critères touristiques à la région sud, puisque tout le monde connaît bien sûr Agadir et son tourisme balnéaire, mais il y a un parc naturel absolument splendide, il y a des montagnes, il y a beaucoup de choses à faire dans cette région-là. Donc, tout comme la région sud et certainement donc l'Occitanie, les zones de montagne, le moyen et le haut pays sont des zones à explorer de manière très très intéressante à travers l'écotourisme. Et on n'a pas évidemment attendu Defimed pour le faire. Encore une fois, le rôle de Defimed, c'est peut-être de faciliter et de décloisonner ces dispositifs qui existent ici et là. Donc ça montre bien que l'écotourisme, c'est pas juste une règle, c'est pas du copier-coller, c'est vraiment une adaptation par rapport à une culture, un territoire. Et je pense que ça c'est très 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 important. Parce qu'il y a des gens qui pensent peut-être que l'écotourisme c'est partout pareil ou il y a une recette et on y va. Vu qu'on est avec des territoires, des êtres humains, des approches culturelles qui sont différentes, des sensibilités qui sont différentes, c'est important d'avoir cette agilité justement pour pouvoir valoriser le mieux possible l'écotourisme et les territoires concernés. Dans toute sa diversité, tu as tout à fait raison, François, c'est exactement ça. Il faut déjà aller à l'encontre des idées reçues. On a tous, bien sûr, une définition spontanée de l'écotourisme, qui ne sera certainement pas la même, mais qui va avoir comme quand même vecteur commun la nature. Bon, ce qui est normal. Quelque part, voilà. Mais est-ce que c'est vraiment l'écotourisme, est-ce que c'est la même chose qu'un tourisme de nature? Ben, je ne le crois pas, comme je l'ai dit tout à l'heure. On est plus dans la transmission, dans la relation. Il y a une part humaine qui est non négligeable dans l'écotourisme, même si on peut très bien sûr, voir de l'écotourisme dans une immersion dans un lieu naturel où on peut pratiquer la méditation de pleine conscience, le yoga, tout ce qu'on voudra, et ou tout simplement s'inspirer et rester en silence au milieu de la nature. Mais quelque part, ce qui nous intéresse aussi à Defimed, c'est la cohabitation de l'homme avec un grand H, avec son environnement naturel. C'est un des grands enjeux de notre humanité et de la planète, c'est d'apprendre à vivre ensemble. On le fait très bien dans certains lieux, certains ont très vite compris depuis des générations comment vivre de manière intelligente. Nous faisons partie de la nature, rappelons-le, l'homme est un élément de la nature, et l'une des grandes, gigantesques crises qui existent aujourd'hui, et la Covid en est une illustration parmi tant d'autres, c'est cette mauvaise cohabitation, les excès que nous pouvons avoir dans notre relation avec notre environnement naturel. L'écotourisme peut être un formidable moteur pour apprendre ou réapprendre à vivre avec ces richesses-là, sans les fragiliser, sans les spolier. Donc quelque part, et nous-mêmes, nous avons à tirer au sein de nous-mêmes des éléments qui nous appartiennent tous. On a du talent. Je pense que chaque être humain a du talent pour s'exprimer avec son environnement naturel. Commençons par les enfants, commençons par la jeunesse, mais ne nous privons pas, nous non plus anciens, de pouvoir aspirer à ce type d'expérience. Voilà, tu as tout à fait raison, mais difficile de définir l'écotourisme d'un seul mot. Ce que nous aimerions, même à la fin de cette année, puisqu'on lance ce grand programme participatif, c'est qu'à la fin de l'année, on ait plein de retours de personnes qui nous disent « mais je n'imaginais pas que l'écotourisme, c'était ça ». Voilà, en réalité, c'est ça qui est intéressant. Et où avez-vous et nous-mêmes découvrir des expériences qu'on n'avait pas imaginées. Voilà. Être surpris. Être agréablement surpris, je précise toujours, parce que on est ces derniers temps un petit peu surpris désagréablement. Donc, être agréablement surpris et de manière maîtrisée. Je le dis aussi,
comment dire, bon, c'est une forme de boutade là, mais on peut renforcer nos sens, mais on connaît des dispositifs qui permettent de renforcer les sens, mais qui nous permettent de perdre la maîtrise totale de notre conscience. Donc nous ne partons pas dans ces cheminements-là. Il faut toujours être lucide, conscient de la chance que nous avons de pouvoir vivre un écotourisme. J'en profite pour dire aussi que l'aspect sociétal est très important. Une personne à peu près sur deux ne part pas, ne pratique pas le tourisme. Il ne faut pas l'oublier en France. Et je ne parle même pas dans le monde. Donc quelque part, l'écotourisme doit être l'occasion aussi à des personnes, puisque nous sommes en circuit court essentiellement, à des personnes de découvrir à proximité des expériences qu'elles ne connaissaient pas. On a eu, je donne juste un petit exemple, un magnifique témoignage d'un étudiant de l'école de commerce de Carthage qui nous témoignait l'année dernière, après l'expérience d'Effimed Jeune, d'avoir été honteux, c'était son mot, habitant de Carthage, de ne pas connaître Darzaguan, à 1 heure de voiture de Carthage, un lieu, paraît-il, je ne le connais pas, magnifique d'écotourisme en Tunisie, où on expérimente beaucoup de choses, et il était extrêmement choqué à 24 ans de n'avoir jamais connu ce type d'expérience. Et c'est un petit peu ça qui est intéressant, c'est d'ouvrir au maximum à ceux qui n'ont pas non plus la capacité de partir à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France, de pouvoir s'ouvrir dans nos territoires. Et puis j'inclus fortement les personnes en situation de handicap. Tout le monde doit pouvoir, alors c'est très bisounours peut-être ce que je dis, mais c'est pas si compliqué que ça, que de pouvoir nous mettre un maximum de personnes en relation avec notre environnement naturel proche. Et ça me fait plaisir de t'entendre parler de l'aspect sociétal, parce que trop souvent, je trouve qu'on s'arrête au niveau social dans la réflexion. Et ce qui me plaît dans le mot sociétal, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on réfléchit d'un aspect sociétal, on rentre beaucoup plus en profondeur dans les besoins et les enjeux d'un territoire. Et c'est important. On peut pas être juste en surface, c'est vraiment rentrer en profondeur. Et dis-moi, par rapport à ce que tu nous dis, et de ce fait, comment on peut repenser justement notre offre touristique en intégrant cette dimension éco? Et moi, ce qui m'intéresse dans éco, il n'y a pas juste l'aspect écologique, mais il y a aussi qui est coopération, et qui est tout aussi important pour pouvoir avancer. Alors, repenser le tourisme en matière d'écotourisme, il faut évidemment pas rêver. Là, je veux bien être idéaliste, mais je ne pense quand même pas que le secteur du tourisme va se transformer un jour entièrement en écotourisme. Et puis, pourquoi C'est-à-dire, le tourisme conventionnel offre des opportunités d'expérience aussi tout à fait remarquables. On va pas renier ce que nous avons tous pour ceux qui ont eu la chance de pratiquer ce tourisme-là, on va pas se priver. Donc il y aura un pan assez important, je pense, du tourisme classique qui restera, qui demeurera. Et puis tout le monde n'a pas la possibilité, c'est comme dans l'agriculture, de se transformer en acteur, médiateur d'un environnement naturel. C'est pas quelque chose de si évident que ça. Moi, je te répondrai surtout par rapport aux futurs entrepreneurs, et je reviens à la jeunesse. Ce qui peut être une vraie opportunité. Alors, il y a quand même des acteurs du tourisme actuellement qui peuvent évoluer. Tu sais, j'ai une pensée qui me fait dire aussi que l'écotourisme, c'est une des grandes critiques qui revient tout le temps, c'est réservé à une élite financière. Donc ça serait réservé à une élite financière qui aurait les moyens de se le payer. Alors je continue à dire et me demander que en pratiquant une balade de nature n'importe où, que quand je rencontre un fromager et que je lui achète un petit morceau de fromage à 10 €, je suis bien conscient, et je viens d'un milieu très simple, je suis bien conscient que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un morceau de fromage à 10 €, surtout peut-être actuellement. Mais il me semble pas non plus que ça soit élitiste à ce point-là. Donc de ce fait, l'écotourisme peut être est un secteur qui est très très démocratisé, il n'y a aucun souci. Mais bien sûr qu'il y a aussi des formes d'écotourisme qui sont élitistes et pas accessibles à ma petite personne. C'est comme le tourisme, tout simplement. Donc pour revenir à ce que tu disais, il y a des acteurs qui peuvent se transformer, et je pense au tourisme de luxe.
notamment, puisque je viens d'en parler, ce tourisme de luxe peut très bien être intéressé de travailler avec toute une chaîne de valeur agricole, par exemple locale, avec des produits de terroir, de mettre en avant auprès de leur clientèle ces produits-là. Ça a certainement déjà commencé, ça mériterait d'être renforcé. Il y a des choses qui peuvent être mises en place à partir des existants qui est évidente. Je crois vraiment, en tout cas pour répondre sur cet existant-là, que les acteurs du tourisme, je les inviterais vraiment à penser leur territoire. Et quand ils reçoivent des visiteurs, à penser cette chaîne écotouristique qui pourrait exister autour d'eux, même si eux ne peuvent pas se transformer en producteurs écotouristiques. Mais surtout, c'est l'opportunité de créer son activité écotouristique. Là, je crois qu'il y a des opportunités qui peuvent être très intéressantes. Alors, il faut que ça soit quelque chose qui soit accompagné par les chambres de commerce et chambres d'agriculture. Il faut qu'il y ait vraiment un dispositif qui permette peut-être aussi de former et d'informer. Donc, il y a beaucoup de choses encore à mettre en place, mais je crois que la jeunesse aurait tout intérêt à s'inspirer de certaines réussites dans les domaines de l'écotourisme et de production pour se lancer à leur tour. Alors, ils ne seront peut-être pas des multinationales, donc il faut être très clair, mais s'ils aspirent à pratiquer une expérience de vie qui soit réglée par la convivialité, la richesse des rencontres et puis par le bonheur de participer à une transition écologique, je pense que là, il y a quelque chose à faire parce que les modèles économiques existent. Et on connaît, nous, à Défimène, on va les révéler d'ailleurs, des producteurs écotouristiques qui vivent bien et qui s'en sortent très très bien parce qu'ils ont réussi à nouer des relations avec leur population locale, avec les écoles, avec d'autres entrepreneurs. Ils se sont constitués sous forme d'itinérance parfois, ils se recommandent les uns les autres. Bref, voilà l'avenir aussi de cet écotourisme-là. Et en tout cas, il faut bien le penser et ça vaut le coup de s'y investir. En t'écoutant, je fais un retour dans mon passé quand je dirigeais des hôtels justement de luxe en Asie. Et la compagnie pour laquelle je travaillais, Banyan Tree, avait un hôtel qui existe toujours, qui est absolument fantastique, qui est sur le plateau du TPE, dans la province de Yunnan. Ringa, ça s'appelait. C'était fantastique. Et je me souviendrai toujours que de toutes les expériences que j'ai pu avoir là-bas en tant que de passage, hein, c'était justement ce morceau de fromage à base de yak, du lait de yak, que j'ai pu déguster chez et j'étais dans sa maison. On a goûté ça ensemble. Il y avait une odeur qui était incroyable. Et ces gens-là, on parlait pas la même langue, mais il y avait un langage spirituel qui se mettait en place, qui était naturel, etc. Et qu'on a goûté ce fromage, c'est une expérience que je garde gravée dans mon cœur, qui est très touchante. Et je peux pas te dire si ça a coûté cher ou pas, j'en ai aucun souvenir, c'est purement émotionnel. Et je crois que je reviens à ton bout de fromage à 10 euros, ça existe partout, quoi. Alors là, on parle de fromage parce qu'on est français et qu'on aime ça, mais je veux dire, selon les pays, il y a plein d'autres expériences qui peuvent être tout aussi excitantes et touchantes. Donc c'est très intéressant. C'est très intéressant ce que tu dis. Tu vois, tu viens de témoigner de manière remarquable d'un moment de vivre, d'un moment de vie. Et c'est la Madeleine de Proust. La Madeleine de Proust, c'est pas que la Madeleine était bonne, c'est que son souvenir, évidemment, se raccroche à sa grand-mère, à tout un univers de son enfance où il était heureux. Et donc, c'est ça. Je crois que l'écotourisme, c'est pour ça que l'écotourisme, je répète, l'humain est important. Un sourire, une convivialité, même si on ne parle pas la même langue, une gentillesse, je veux dire, on a tendance à avoir bien d'autres choses dans nos relations, dans nos villes en tout cas actuellement. Prendre le temps, se poser, très important. Savoir s'arrêter, arrêter de courir, pouvoir découvrir, voilà, apprendre, c'est ce que je disais, l'apprentissage. Il y a une ferme, des fermes pédagogiques qui vont vous apprendre à faire votre fromage, vos glaces, vont vous inviter, comme nos amis en Provence verte, à découvrir les étoiles à travers leurs lunettes astronomiques dans leur chambre d'hôte. On va vivre des moments où on va se déconnecter, se reconnecter à quelque chose, et on aura l'impression, comme on le dit avec ma femme,
en un week-end dans une chambre d'hôte, pour prendre cet exemple, on a eu le sentiment d'avoir vécu 15 jours de vacances. Mais pourquoi ? Parce que la gentillesse, la convivialité, la simplicité étaient tellement là que cette expérience nous a rappelé à nous-mêmes, peut-être qu'on se complexifie vraiment la vie et qu'on se met trop de pression dans beaucoup de choses. Voilà. Donc du coup, au moins ces pauses-là sont importantes, mais encore une fois, encore faut-il savoir les apprécier et ne pas venir stresser et repartir stressé de ces expériences qui nous sont offertes. Ouais, je te rejoins. Prendre le temps. Moi, ça a été la grande leçon de ce premier confinement, quoi. C'est vraiment d'avoir le temps de prendre le temps. Oui, et puis quand on se rend compte qu'on se redécouvre. On a du talent, voilà, comme tu disais, on a tous du talent. Bon, du coup, on a peut-être un petit peu de temps à penser autre chose, ou faire autre chose qu'on n'avait pas le temps à courir à droite et à gauche. Alors, je ne souhaite pas qu'il y ait un confinement permanent, parce que c'est quand même très difficile à vivre. Mais quelque part, si ça nous a permis de reprendre conscience de nous-mêmes et des potentiels qui existent autour de nous, d'expériences simples, allons-y, voilà. Et puis soyons critiques aussi, hein. Tout dans l'écotourisme n'est pas parfait, hein. Il y a certainement des expériences qui sont navrantes ou pathétiques. Et puis je pense qu'il va y avoir un effet de mode aussi. C'est surtout, je suis convaincu, qui fait que des personnes peut-être moins bien intentionnées vont s'infiltrer là-dedans et nous proposer un peu tout et n'importe quoi. Mais c'est à nous aussi d'être toujours vigilants. Mais vraiment, cette convivialité, on ne peut pas tricher. C'est clair que quand on a la chance de pouvoir rencontrer des gens avec le sourire et qui prennent le temps, effectivement, de nous accueillir, de leur expliquer même leur projet de vie, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur autre que ce qu'elle est, quoi. Tu as parlé de la Madeleine de Proust et je me pose la question, est-ce que c'est pas ça qu'on doit justement reconnecter les gens au lieu de les former, peut-être les reconnecter justement à cette fameuse Madeleine de Proust qu'on a tous, les uns et les autres, d'une manière ou d'une autre? Alors oui et non, François. Je me permets de te couper parce que c'est une discussion que j'ai eue avec un producteur écotouristique récemment. Et je lui ai pris l'image du bon vin, cher à notre pays. Tu sers un bon vin à tes convives, à tes hôtes, et tu les vois mettre de l'eau dans ton vin. Quelque part, je ne doute pas qu'ils vont apprécier, et parce qu'ils n'ont pas appris ou qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne savent pas, qu'ils vont quand même passer un très bon moment et vont fortement apprécier leur boisson. Il n'empêche que tu vas t'étrangler quelque part, parce que si tu sers un très bon vin et qu'on y met de l'eau, c'est quand même un peu dommage. Donc c'est là où la part pédagogique est importante et d'apprentissage. C'est là où ces transmetteurs et ces médiateurs sont pour nous éclairer. Alors je prends le vin, bon, c'est un peu grossier, je prends l'exemple du vin, mais il y a tellement de choses qui sont subtiles qui font que ces médiateurs-là vont nous accompagner, nous aider à mieux apprécier encore ce qu'il nous propose ou ce qui va nous entourer. Tu vois ce que je veux dire ? Donc la Madeleine de Proust, encore une fois, c'est pas parce que la Madeleine était bonne, et ça se trouve c'était une Madeleine tout à fait banale. C'est que derrière, il y avait la chaleur humaine, il y avait un moment de vie certainement où il était très heureux, un bruit, je sais pas, des cigales, puisqu'on parle de notre région, des moments de suspension, tu vois, quand on peut l'avoir, qui font que ça restera ancré en toi toute ta vie. Et c'est un ensemble de facteurs qui font que, mais quand même, si tu veux encore mieux apprécier ton expérience, il est encore mieux de savoir ce que tu es en train d'apprécier. Moi, c'est ma conviction. J'invite tes auditeurs à regarder la notion de Otium, O-T-I-U-M, qui a été, semble-t-il, inaugurée par Sénèque. Et vous allez tous comprendre ce que je viens de dire. C'est la connaissance liée à la détente. Et je crois très très fortement que l'écotourisme sera associé inexorablement avec cette notion d'Otium. Eric, merci beaucoup pour tout ce partage. C'est moi, François. Bonne continuation. À très bientôt dans DefiMed. Merci, avec plaisir. Au revoir et merci beaucoup. Au revoir, François. Voilà la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Si vous avez aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en le partageant sur vos réseaux, en vous abonnant pour suivre tous les épisodes à venir. Et si vous avez juste encore un petit peu de temps, donnez-lui 5 étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme préférée.
Le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit, ensemble, guidé par le sens et l'expérience en lien avec nos territoires. Alors je vous dis à très bientôt.